J'ai choisi quand même de vous présenter cette histoire de cette famille avec un angle un peu spécifique. Essayer de vous montrer comment les Gainsbourg, finalement, ont été des acteurs de la modernisation de la Russie et d'une certaine façon de l'Europe aussi, au XIXe siècle. Le XIXe siècle qui est le siècle de la modernité par excellence, et les membres de cette famille ont bien compris quel rôle ils pouvaient jouer, comment ils pouvaient transformer leur propre famille, leurs activités, la culture juive, et donc jouer un rôle différent et nouveau. Ils ont été du coup des acteurs économiques de premier plan dans ce développement et cet essor de la Russie au XIXe. Des acteurs économiques qui avaient aussi des intérêts ailleurs qu'en Russie. Ils ont été aussi des acteurs sociaux très particuliers et intéressants, puisqu'ils ont eu un engagement social au sein de la communauté juive, mais pas seulement non plus, hein, qui était important. Et puis ils ont été aussi, finalement, ils ont joué un rôle culturel en tant que mécènes dans différents domaines. Évidemment, dans l'activité sociale, il y a une dimension philanthropique à propos de laquelle je reparlerai en détail. Donc voilà, un engagement dans ce siècle et une participation active. Et moi, ce qui m'a fascinée quand j'ai commencé à travailler sur la famille, ça a été la manne de documentation que j'ai pu avoir entre les mains. Donc je ne vais pas vous présenter ce qu'on appelle les sources de façon trop détaillée et laborieuse, mais ces sources reflétaient bien en fait qu'il y avait eu une histoire à raconter à travers l'histoire des Gainsbourg qui n'avait pas encore été racontée, heureusement pour moi, c'était formidable de pouvoir la faire. Et en même temps, cette histoire, elle méritait vraiment, c'était pas essayer de trouver absolument un rôle et leur donner un rôle, c'est que ce rôle, il était là, il était très important. Alors, de façon très symbolique, pour vous faire mesurer l'ampleur des archives consultées, et puis l'ampleur des archives existantes, parce qu'il y en a aussi beaucoup que j'imagine je n'ai pas consultées, dans les archives russes, à la bibliothèque à Saint-Pétersbourg, Bibliothèque nationale russe, à la Publichka, dans le fond des manuscrits, où vous avez le fond Tourgueniev, le fond Tolstoï, les fonds des grands intellectuels russe, le fonds Gainsbourg, c'est plus de 2000 dossiers. Plus de 2000 dossiers. Ce qui est très intéressant dans ces dossiers, donc il n'y avait pas d'inventaire en ligne, hein, mais heureusement en fait il y avait quand même un inventaire, mais il n'était pas en ligne, donc il a fallu que je le découvre sur place. Je savais que j'allais trouver des archives, j'avais aucune idée de l'ampleur de ces archives. Et comme ils avaient en fait spolié, les bolcheviks et les soviétiques ont spolié les biens des Gainsbourg au moment de la Révolution, que parmi ces Gainsbourg dont je vais parler aujourd'hui, il y a un grand intellectuel, un grand orientaliste qui est David de Gainsbourg, qui est mort avant la Révolution, mais dont la veuve et les enfants vivaient encore à Saint-Pétersbourg, avec une très belle bibliothèque, avec tous les papiers de famille, parce que c'est lui qui avait hérité des papiers de son père, de son grand-père. Ils avaient été désignés un peu les héritiers voilà, de la branche un peu laborieuse, enfin, la branche qui travaillait prestigieuse. Donc il avait concentré tous les papiers de famille, et donc ces biens ayant été spoliés, ils ont été aussi préservés et classés. Alors les livres ont été installés à la bibliothèque qui a pris le nom de fonds Gainsbourg à Moscou, qui est un des fonds de Judaïka les plus prestigieux, les plus riches, hein, qui existent aujourd'hui dans le monde, et ça c'est conservé. Et les papiers de David, son œuvre d'orientaliste, ses correspondances avec des savants du monde entier, etc., ont été conservés, ainsi que ces papiers de famille. C'est des centaines et des centaines de correspondances que les soviétiques ont mis dans ce fonds Gainsbourg, mais qui sont vraiment de la correspondance familiale, très quotidienne, des milliers de lettres, et beaucoup étant en français. Une partie en russe, une partie en yiddish, une petite partie en hébreu, des correspondances aussi avec par exemple de la famille et des rabbins ou des intellectuels, mais toute une partie de la correspondance familiale en français, évidemment jamais consultée. Donc ça a été une manne par exemple pour l'écriture du livre,
À ce moment-là, quand j'ai préparé l'ouvrage, les archives russes ne donnaient pas encore l'autorisation de photographier. Il y a une loi qui est passée entre-temps, normalement, je crois, je ne sais pas si elle est appliquée. Mais du coup, c'était la course contre la montre parce que j'avais des dizaines et des dizaines de dossiers. Il fallait que je consulte tout ça vite, mais c'était extraordinaire. Mais aussi beaucoup d'archives ici, aux archives nationales, dans les fonds des notaires, beaucoup d'archives, des archives aussi à Vilnius, des archives à New York, au IVO, des archives à Londres, dans les archives de la banque Rothschild, des archives en France dans les archives bancaires qui sont à Roubaix, dépendent des archives nationales, enfin bon bref, des archives, on pouvait en trouver, je pense que l'exploration, et puis beaucoup d'archives tenues aussi parmi les conservées chez les héritiers des Gainsbourg. Et ça, c'était aussi très intéressant et émouvant, puisque en général, on pense toujours qu'on n'a rien, qu'on n'a pas d'archives, mais non, on n'a rien, et puis on ouvre un tiroir, et là, on trouve des photographies qui ne sont pas des photographies anodines, qui sont par exemple des photographies du Second Empire, hein, des tirages d'époque, Second Empire, la jeune Mathilde Gainsbourg, dans sa fiancée, qui n'a pas encore épousé Fould, le neveu du ministre des Finances de Napoléon III, et un document qui n'a pas été reproduit dans le livre, mais soudain, rien que voir ça, mettre soudain un visage sur une jeune femme, une photographie des années 1860, c'est extraordinaire. Et ça, par exemple, les visages sont apparus comme ça au fur et à mesure, des portraits de famille, des photographies. C'était extrêmement riche et ça a permis pour moi d'avancer presque, je dirais, d'avancer avec l'aide de cette famille, de ces gens disparus, parce que quand on s'intéresse à une famille, donc je n'ai aucun lien avec cette famille, on rentre vraiment dans une intimité et on sent qu'on reçoit l'aide de ceux qui nous précèdent quand même, et qui ont accompagné ce travail, et je l'ai ressenti tout au long de cette recherche. Donc voilà, une famille qui a été capable de saisir l'occasion que nous donnait ce siècle de modernité et d'entrer dans une phase en tant que famille, mais en tant qu'acteur aussi de la Russie, dans une phase de modernisation intense. Et en même temps, dans le respect des traditions familiales et des traditions juives. Et c'est une des particularités fortes de cette famille. C'est que c'est cet esprit d'équilibre. Ils ont réussi à concilier le respect des traditions et la capacité d'innover et de se moderniser et d'évoluer. Cet esprit familial, ce qui m'a frappé aussi, c'est que je l'ai trouvé encore finalement aujourd'hui vivant, et puis j'ai pu l'observer, le remonter assez loin. Il se trouve qu'il y a un esprit de famille, on peut fixer l'histoire de cette famille jusqu'au XVIe siècle, premier porteur du nom, Simon de Gainsbourg, qui était un rabbin de Souabe, mais aussi un homme très instruit, mais aussi un homme très fortuné, et qui en plus était le représentant élu des Juifs de Bavière auprès des princes de Bavière. Donc il y avait déjà ce rôle que continuera à jouer la famille, d'interface possible entre le monde non juif et le monde juif. Donc une capacité d'apprentissage d'abord des langues et des usages, de sortir de la communauté et d'être un lien, un rôle qu'ils ont continué à jouer jusqu'à la Révolution russe, hein, jusqu'à 1917. Donc Simon de Gainsbourg, enfin pas de Gainsbourg à l'époque du tout, Simon Günzburg, il est originaire de la ville de Günzburg, ça y est je m'en mêle, de Günzburg en Souabe, et il va avec... sa femme est originaire d'Ulm, et les familles Ulmo-Günzburg sont des familles liées, et qu'on va retrouver liées comme ça à travers les siècles. Et donc leurs héritiers vont jouer toujours un rôle assez prépondérant dans les communautés ashkénazes germanophones, puis vont quitter le monde germanophone, enfin vont être chassés du monde germanophone, et donc vont se trouver refuge dans le royaume de Pologne-Lituanie.
Et on les trouve donc au XVIIIe siècle à Vilnius, où on retrouve ce rôle prépondérant des Gainsbourg dans la vie de la communauté juive et aussi dans les relations avec les autorités polonaises. Ils ont à nouveau des fonctions électives et des fonctions importantes. Alors, bien évidemment, cette histoire de la Lituanie, donc des Gainsbourg arrivés à Vilnius, au XVIIIe, ils sont à Vilnius. Ils sont par exemple proches du Gaon de Vilnius. Donc ils font partie d'un courant aussi religieux et intellectuel spécifique. Mais à partir du moment où les provinces, le royaume de Pologne est divisé entre les impérialismes russes, autrichiens, russes, prusses et autrichiens, eh bien Vilnius rentre dans les possessions russes. Donc voilà que les Gainsbourg, sans l'avoir choisi, deviennent sujets de la tsarine, en l'occurrence, sujet de Catherine II, puis ensuite de ses héritiers, des tsars. Donc, je vais commencer quand même à vous présenter la famille vraiment au 19e. D'abord, finalement, celui qui a joué un rôle de fondateur dans cette famille, qui est Joseph Ewzel Gainsbourg, qui va être le premier anobli de la famille, qui va joindre à son nom cette particule, mais c'était pour lui pas si important. Joseph Ewzel, il est né, donc son père était né à Vilnius, mais s'était marié à Vitebsk, et Joseph Ewzel est né à Vitebsk, vraisemblablement dans la famille de sa mère, en 1813. Vitebsk en 1813, c'est juste après l'occupation napoléonienne en fait. Hein, les troupes de Napoléon sont passées par là. Il naît donc dans une ville où il y a une population juive importante, hein, qui sont ces villes de la zone de résidence juive. Il est le fils de Gabriel Yakov, qui est vraisemblablement un commerçant, un marchand plutôt aisé. Et Joseph Ewzel va mourir à Paris en 1878. Alors ce qui est extraordinaire avec lui, c'est vraiment le passage. Alors Vitebsk, il y reste peu de temps parce qu'ensuite, très jeune, il commence à travailler avec son père. Il est extrêmement doué, il fait fructifier leurs affaires et le comptoir Gainsbourg, les affaires Gainsbourg, s'installent à Kamenets-Podolsk, donc en Podolie. Et c'est vraiment là que la famille est installée, vit, ils ont leur maison, ils voyagent beaucoup, ils ont des affaires dans toute la zone de résidence, je vous expliquerai pourquoi. Mais Joseph Ewzel, c'est vraiment l'homme qui a finalement transporté la famille de Kamenets-Podolsk à Paris et à Saint-Pétersbourg. Et cette trajectoire, elle est quand même très courageuse, très inouïe, puisqu'il arrive à Paris en 1856. C'est très précoce, on parlait tout à l'heure des Ephrussi ou des Ashkénazis, les familles juives qui s'installent à Paris ou les Camondo, etc., vont arriver un peu après les Gainsbourg. C'est pas pour, leur donner un rôle comme ça particulier, mais c'est vrai qu'ils sont arrivés tôt. Et on verra qu'en fait ils sont arrivés, mais ils restent entre la Russie et Paris. Et donc lui, c'est vraiment un fondateur au sens fort du terme. Je pense que ce portrait que vous ne voyez pas très bien, vous pourrez peut-être regarder par Dubuff, montre bien un peu le type de personnage que ça peut être. Fondateur, il va être le fondateur de la banque Gainsbourg, il va être le fondateur finalement de la dynastie, il a une ambition dynastique. Bon, il est un héritier, hein, parce que ses parents, grands-parents ont toujours été, finalement, ont toujours fait partie de l'élite ashkénaze. Mais il a quand même une ambition dynastique forte. Il est aussi le fondateur, par exemple, de la communauté juive de Saint-Pétersbourg. Il va être le fondateur aussi des activités philanthropiques de la famille à Saint-Pétersbourg, notamment. Donc voilà un vrai fondateur. Et de son œuvre, en fait, il reste beaucoup de choses. C'est ça qui m'a intéressée, c'est que même si ce n'est pas des choses qui étaient identifiées directement, qu'on ne rattachait pas forcément à son nom, il reste beaucoup de choses et c'est ça qui est assez intéressant. Donc c'est un livre qui a permis de redonner à ce personnage, parce que dans la famille Gainsbourg, traditionnellement,
on s'intéressait davantage à son fils Horace, et on connaissait mal, en fait, ce qu'avait pu faire le père. Et c'est grâce aux archives, grâce à la documentation, qu'il a été possible de montrer qu'il fallait remonter vraiment à la génération du dessus, à celle de Joseph Hefzel, pour comprendre que vraiment le fondateur c'était lui. Horace, dans son genre, un héritier extraordinaire aussi, très actif, mais vraiment tout avait été rendu possible par son père. Et d'ailleurs, Horace ne tarissait pas d'éloges sur son père, et le nombre de lettres où il rend hommage à son père après sa mort sont très, très importantes. Donc voilà le chemin parcouru par Joseph Hefzel. Alors qu'est-ce qu'il est avant d'arriver à Paris? Il avait donc développé l'activité commerciale de son père, et il avait obtenu, ayant travaillé dans le secteur du fermage des alcools, c'est-à-dire que dans l'administration russe, dans la première moitié du XIXe siècle, la production et la vente des alcools étaient allouées par l'administration impériale. Donc elles étaient confiées. Il fallait, pour obtenir cette possibilité de vendre et de produire les alcools, il fallait être capable du coup de payer la ferme des alcools, donc de pouvoir mettre quand même sur la table des sommes d'argent assez conséquentes. Ça montre que Joseph Hefzel, petit à petit, il va obtenir le fermage des alcools pour une région de plus en plus grande, d'abord pour des villes. Il est d'abord associé avec d'autres fermiers des alcools, pas forcément juifs d'ailleurs. Ça montre qu'il a travaillé à un moment donné de sa vie avec des non-juifs, des Russes qui étaient actifs dans cet espace de la zone de résidence, pas des Russes, des orthodoxes. Ça montre aussi qu'il avait des capacités financières importantes, sans doute dans le commerce, peut-être acquise dans le commerce du grain, hérité de son père. En tout cas, il est en mesure, au fur et à mesure, d'étendre la zone de fermage qui lui est allouée. Et au moment de la guerre de Crimée, il est en charge du fermage des alcools de toute la zone de résidence, quasiment. Donc c'est un énorme marché. Ça veut dire qu'il est à la tête, en fait, d'une énorme entreprise. Parce que être responsable de la production et du commerce, alors quand on dit les alcools, c'est pas forcément la vodka, ça peut être le vin, ça peut être l'hydromel, ça peut être d'autres formes d'alcool. Responsable de tout cela, ça veut dire être capable d'avoir des revendeurs qui travaillent pour vous dans tout cet espace, d'avoir des gens qui tiennent les comptes, des gens qui surveillent les stocks pour pas qu'il y ait de vol, etc. Donc c'est toute une entreprise très bien organisée qui fait travailler énormément de jeunes juifs de la zone de résidence, parce que lui, en tant que fermier des alcools juifs, fait travailler a priori des jeunes juifs, ce qui montre aussi qu'à ce moment-là, il est attentif au fait d'avoir des employés qui ont été formés, qui se rendent compte à quel point c'est important, la maîtrise, les apprentissages, les mathématiques, savoir compter, savoir écrire, savoir tenir des registres, et il va être toute sa vie très engagé dans l'éducation de ces jeunes coreligionnaires. Donc ça, c'est un des aspects intéressants, très intéressants de Joseph Hefzel. Et au moment de la guerre de Crimée, on est donc en 1853, il est du coup en charge du ravitaillement des armées en alcool, puisque c'est lui qui est sur place et en charge du fermage des alcools. Ça va lui donner en fait pas mal d'importance aux yeux du gouvernement russe. Il était déjà du coup un interlocuteur qui existait, il avait déjà l'occasion d'aller à Saint-Pétersbourg négocier directement le fermage chaque année des alcools auprès du ministre des Finances. Donc il était déjà de toute façon quelqu'un qui savait comment fonctionnait l'administration impériale. Il avait déjà des relations directes avec des hauts fonctionnaires. Avec la guerre de Crimée, ça lui donne, si l'armée russe a été mal ravitaillée en tout, il y a une chose en revanche pour laquelle elle a toujours été bien ravitaillée, c'était en alcool, grâce à l'efficacité de Joseph Hefzel Gainsbourg, et ce qui a permis de lui obtenir une certaine reconnaissance aussi de l'administration impériale. Pendant toutes ces années aussi,
il avait, à partir de Kamenets-Podolsk, donc qui était son centre, essayé d'obtenir régulièrement l'amélioration des droits pour des conditions, pour ses coreligionnaires, pour lui-même, et en général, il signait des courriers avec d'autres, des marchands souvent. Ces marchands de la première guilde, hein, l'organisation, c'est-à-dire que au fur et à mesure que son commerce se développait, Joseph Hefzel pouvait aussi avoir une assise sociale plus solide dans l'ensemble russe. Et encore une fois, on est dans la première moitié du 19e, hein, donc il ne faut pas raisonner en matière d'histoire russe avec ce qu'on sait de ce qui s'est passé après après Alexandre II. C'est un moment où les possibilités sont ouvertes. Hein. En Russie, il y a encore des serfs parmi la population russe. Personne n'a de droit très étendu. Pouchkine n'a jamais eu l'autorisation de quitter le territoire russe. Pouchkine était surveillé. Donc, à l'intérieur de cet ensemble, les droits des Juifs, je dirais, sont finalement, dans la première moitié du 19e, pas forcément pire que les droits de la population russe au sens impérial du terme, ça veut dire toute ethnie confondue. Voilà, donc dans ce moment-là, et on le voit bien d'ailleurs, puisqu'il a la possibilité de développer ses affaires et il essaye d'obtenir l'autorisation pour certaines catégories de vivre en dehors de la zone de résidence. Et cette autorisation, il ne va pas l'obtenir, j'ai des courriers anciens, il ne l'obtient pas à ce moment-là. Mais il a quand même le droit de sortir de la Russie, c'est pas l'Union soviétique, la Russie impériale. Lui obtient l'autorisation de sortir. Il décide, et je pense qu'ils le font régulièrement, cette famille qui est opulente, qui vit à Kamenets-Podolsk, il vit avec la famille, il est très proche de sa sœur qui a épousé un Rosenberg, qui vont être déjà importants à Kiev ensuite. C'est une famille qui vit sur un grand train déjà, ils sont déjà francophones, les enfants apprennent le français, les enfants ont des professeurs de musique, des professeurs de dessin, déjà sur le modèle de l'aristocratie polonaise ou russe de ces régions. Ils vivent sur un grand train, ils vivent, et donc ils vont avoir la possibilité de voyager en Europe, et comme toute l'élite européenne, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre les eaux à Marienbad, par exemple, ils peuvent aller dans d'autres villes d'eau, prendre les eaux, et c'est à l'occasion d'un séjour à Marienbad que Joseph Hefzel a apparemment l'idée de poursuivre plus vers l'ouest et d'aller à Paris. Donc voilà la famille qui arrive à Paris en 1856, 57, je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, 56. Ils arrivent à Paris, mais à ce moment-là, ils sont vraiment de simples visiteurs, des touristes. Ils s'installent à l'hôtel des Trois Empereurs, qui est un palace, rue de Rivoli, le premier palace voulu par l'empereur Napoléon III, pour montrer que Paris est une ville en plein dynamisme. Et en fait, ils sont plutôt bien accueillis, parce que Paris, à ce moment-là, est plutôt accueillante pour les gens fortunés, qui ont des affaires à faire. Ils sont reçus. Leur intégration à la haute société parisienne se fait par le biais des Hein, de la famille Hein. Mais vite, ils rencontrent d'autres familles de la haute société juive. Ils vont être en contact avec d'autres familles également. Ils participent à des bals, ils donnent des bals, et il y a très vite des articles dans la presse pour raconter le bal donné par Joseph Hefzel Gainsbourg, ce nabab venu de Russie, avec sa famille nombreuse, parce que Joseph Hefzel est venu avec tous ses enfants, lesquels sont la plupart, presque tous mariés. Donc il a une fille et 4 fils, donc presque tous mariés, qui ont déjà des petits-enfants, donc tout ça fait du monde. On voit bien qu'à ce moment-là, c'est un homme charismatique et qui va finalement, la société parisienne à la fois l'accueille, et puis lui-même il trouve un certain agrément. Il faut dire qu'entre Kamenets-Podolsk, dans les années 1850,
et Paris à la même période. Et c'est passé d'une planète à une autre, en fait. C'est vraiment pas la même, c'est pas exactement la même ambiance. On comprend que Joseph Hebzel Gainsbourg, qui avait les moyens d'avoir une vie plus qu'agréable à Paris, une vie exceptionnelle, se disent, ben, tiens, en fait, une partie de ma vie désormais va se passer à Paris. Et donc il choisit de s'implanter, ça a dû prendre du temps. Dans le même temps, il obtient l'autorisation pour les marchands de la première guilde de vivre à Saint-Pétersbourg. C'est l'année suivante, 1857, autorisation pour les marchands de s'installer à Saint-Pétersbourg. Tout de suite, il met en place aussi, il trouve un logement, un palais, et il va fonder une banque, la Banque Gainsbourg. Donc la famille va vivre entre Paris et Saint-Pétersbourg à partir de 1857, de façon complètement partagée. Les affaires sont en Russie, la famille vit essentiellement en France, mais Joseph Hebzel et ses fils qui travaillent avec lui font des allers-retours incessants. Et c'est vraiment une nouvelle étape dans la vie de cette famille entre Paris et Saint-Pétersbourg. L'intégration enfin, ce qui est assez aussi, ce qui est intéressant avec Joseph Hebzel, c'est que c'est vraiment un homme moderne. C'est-à-dire qu'il a compris, à Paris, il n'a pas dû lui falloir beaucoup de temps pour comprendre comment fonctionnait la banque. À Kamenets-Podolsk, il n'avait aucune visibilité sur ce qu'était une affaire bancaire. Arrivé en Russie, vous n'aviez pas de banque privée dans ces années-là qui fonctionnait. Arrivé en France, d'abord il a beaucoup d'argent, il peut investir, on lui fait forcément rencontrer des gens qui ont envie qu'il investisse, et il observe et il apprend comment fonctionne une banque, et il fonde une banque à Saint-Pétersbourg, et une succursale, il y aura la Banque Gainsbourg à Paris aussi au début des années 1860. Un de ses fils sera en charge, Salomon, de la banque à Paris, et un de ses fils, Horace, plus spécifiquement, travaille avec lui à la Banque Gainsbourg à Saint-Pétersbourg. Une banque, c'est forcément, ça s'accompagne aussi d'autres investissements. Les Gainsbourg vont créer un réseau bancaire de banques agricoles en Russie, donc développement aussi du commerce des grains. Il y a sans doute un lien avec les Ashkénazis, même si ça, c'est pas des archives que j'ai eu entre les mains. Donc un réseau bancaire important, investissement dans les assurances. Joseph Hebzel investit aussi dans les mines d'or dans les années 1860, ce qui est extrêmement tôt. Il achète à un propriétaire endetté un filon d'or dans l'extrême orient russe. Ce filon d'or va être un des gisements, encore aujourd'hui, c'est un des gisements qui donne le plus à la Russie en production aurifère. Et c'est un gisement qui a été retiré à la famille dans des conditions assez complexes avant la Première Guerre mondiale. Donc voilà quelqu'un qui a su tirer parti d'un petit espace de liberté qui s'offrait à son époque en Russie, même si ce n'était pas la grande liberté, mais sous le règne de Nicolas Ier, pour réussir en fait, réussir quelque chose. Et voilà quelqu'un aussi qui a évidemment su comprendre que la vraie liberté, il en respirait l'air profond vraiment en France. Et je pense que cet attachement de la famille à la France, même s'ils sont restés des patriotes russes, il est quand même lié à cette atmosphère. Il est très heureux de pouvoir fournir à ses enfants, les plus jeunes, il en a 2 qui sont encore jeunes quand il arrive, et à ses petits-enfants, une atmosphère d'éducation, sans doute moins étouffante que celle qu'il respirait en Russie. Il est clair que c'est un patriarche et qu'il sent que l'implantation de la famille en France va être bénéfique aussi pour les plus jeunes. Donc voilà un homme audacieux. Audacieux aussi, vous allez voir qu'il était audacieux et fastueux. Paris est en pleine transformation, sont les travaux du baron Haussmann, et Joseph Hebzel va acheter un terrain, un des plus grands terrains sur la place de l'Étoile, en plein lotissement, enfin je veux dire, qui est en train d'être loti, et donc il achète le terrain pour y faire bâtir un hôtel particulier, qui est l'hôtel de Gainsbourg,
entre l'avenue de Wagram et l'avenue de MacMahon, qui a été restauré récemment, qui n'appartient plus du tout à la famille, mais qui était un des plus imposants bâtiments. Ils sont tous sur le même modèle, parce que il y avait un programme architectural bien défini, ils n'ont pas eu le choix exactement de la construction. Mais voilà la famille Gainsbourg installée en 1869, donc quand même en moins de 10 ans, dans son hôtel particulier flambant neuf, sur la place de l'Étoile, avec vue sur l'Arc de Triomphe, où il aimait dire à ses petits-enfants qu'il y avait le nom de Gainsbourg, parce que c'est une des victoires napoléoniennes. Voilà. Donc c'était une parenthèse familiale. Dans cet hôtel particulier, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce qu'on peut y voir de l'extérieur, c'est-à-dire un mode de vie. Évidemment, il adopte un mode de vie sur le modèle du mode de vie aristocratique, donc fastueux, il donne des bals. L'hôtel est décoré, c'est d'ailleurs la femme d'Horace, Anna, qui l'aide, qui est très douée, qui est une belle personne sur tous les plans, qui parle bien le français, qui va être vraiment le vecteur d'intégration de la famille Gainsbourg à la société parisienne. D'ailleurs, dans la presse, on note la charmante Anna de Gainsbourg, la merveilleuse. Il est clair qu'elle arrive à tisser des liens. Elle se lie facilement avec les artistes, les décorateurs, etc. Pour autant, c'est pas du tout une coquette, c'est une vraie mère de famille. Elle va avoir 13 enfants et mourir à son 13e enfant à la naissance. Et elle est une mère admirable. Et tous les documents que j'ai eu entre les mains de ses enfants notaient précisément ce rôle maternel qu'elle a eu. Mais elle a été quand même l'âme, je dirais, de cet hôtel particulier de la rue de Tilsit. Elle en était l'âme parce que elle a aimé la décoration, elle a fait venir des peintres, elle pouvait recevoir, elle avait un jour de réception, alors que Joseph Hefzel, je ne vous ai pas parlé de sa femme. Joseph Hefzel s'était marié très jeune avec la fille d'un marchand du marchand de poste, la fille du propriétaire du relais de poste de Orchat, qui est un relais de poste important quand même, mais qui était une femme beaucoup plus, je dirais, discrète que son mari, sans doute beaucoup moins charismatique, et qui ne parlait pas les langues étrangères, vraisemblablement pas forcément le russe non plus, qui devait être dans la famille Gainsbourg une des seules à s'exprimer plutôt en yiddish vraisemblablement, mais en même temps les lettres que j'ai retrouvées d'elle sont en allemand. Donc c'est assez... voilà, à l'écrit, elle avait une dame de compagnie qui écrivait plutôt en allemand. D'ailleurs la famille est germanophone en fait, est restée germanophone jusqu'au 19e, il parle, Joseph Hefzel s'exprime très bien en allemand, ses courriers bancaires peuvent être en allemand, etc. Donc, c'est pas sa femme qui peut l'aider, c'est plutôt donc sa belle-fille qui est aussi sa nièce, la fille de Elka, sa sœur bien-aimée, donc qui a épousé son cousin germain Horace, et qui va pouvoir aider l'intégration parisienne. Donc, l'hôtel de la rue de Tilsit, c'est aussi, bien évidemment, on y reçoit des hôtes importants. Par exemple, il y a toute une communauté. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. C'est un homme qui est ouvert. Il y a les promenades au bois de Boulogne, il y a les équipages très fastueux. Il y a aussi la fréquentation des courtisanes que Joseph Hefzel va partager avec un certain nombre de ses fils, mais pas Horace. On va retrouver trace dans les archives de la police. Donc il y a vraiment, c'est vraiment la vie de Paris du Second Empire. Et en même temps, il est attaché au respect de la tradition. Bien évidemment, il est hors de question de se convertir. Voilà, ce qui n'est pas non plus une donnée évidente pour une famille qui réussit dans l'ensemble russe. Et le respect de la tradition, la prière qui est dite en famille de façon quotidienne, la fréquentation des rabbins à Paris, et le grand rabbin de Paris, le grand rabbin Lazare Isidore, va faire un très bel hommage funéraire sur la tombe de Joseph Hefzel à Paris. Il y a aussi la fréquentation des jeunes intellectuels juifs, ceux qui sont vraiment les premiers intellectuels de ce mouvement de la Haskalah dans le monde russe, qui étaient déjà reçus, qui étaient déjà intégrés à la vie de la famille à Kamenets-Podolsk, mais qui sont aussi
venu avec les Gainsbourg à Paris. Et ça, c'est assez fascinant, puisque au cœur de l'hôtel particulier, il y a la bibliothèque. Il fait construire une bibliothèque. Cette bibliothèque, c'est les livres de son père, vraisemblablement les livres de son grand-père, arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, qui ont donc traversé ces livres qui sont le cœur de cette bibliothèque extraordinaire, conservée aujourd'hui à Moscou, et avec des Talmuds très anciens, avec des ouvrages savants très anciens. C'était important pour Joseph Hefzel d'avoir une bibliothèque et d'avoir un bibliothécaire qui s'appelle Senior Sachs, bibliothécaire qui était intégré à la vie de la famille, qui vivait sur place avec les Gainsbourg, et qui est un jeune, voilà, qui est typique de ces jeunes intellectuels issus du shtetl, des mondes juifs. Il y avait aussi à côté de, par exemple, avec son homme de confiance, s'appelle Mapou. C'est le frère du fameux Abraham Mapou, le romancier, l'un des premiers romanciers de langue hébreu moderne, et qui a travaillé donc avec Joseph Hefzel jusqu'à sa mort, et ensuite avec son fils Horace, et le fils de Mapou a travaillé avec les petits-fils, etc. Et d'ailleurs, au cimetière du Montparnasse, la tombe des Mapou est pas loin de la tombe des Gainsbourg. Donc voilà pour montrer un peu le personnage. Évidemment, un des grands moments de la réussite de Joseph Hefzel à Paris, c'est le mariage de sa fille Mathilde, dont j'ai déjà parlé, son unique fille, la plus jeune de la famille, enfin, son frère Salomon était peut-être un peu plus jeune, avec un jeune Fuld, Paul Fuld, qui n'est rien d'autre que le neveu du ministre des Finances de Napoléon III. Donc là aussi, il faut imaginer réussir une telle alliance matrimoniale alors que même pas, ce mariage est dans les années 1860, alors que même pas 10 ans après l'arrivée à Paris, c'est assez extraordinaire en matière de capacité d'intégration. Alors évidemment, l'argent aide beaucoup dans ce genre d'alliance matrimoniale. Et d'ailleurs, le contrat de mariage est extraordinaire parce que il est extrêmement précis. On parlait du Balzac, d'ailleurs c'est un peu après Balzac, mais c'est exactement comme le contrat de mariage de Balzac. Les deux familles, Fuld et Gainsbourg, ont bien défini tous les engagements des uns et des autres. Et Joseph Hefzel a bien défini exactement dans quelle mesure et ce qu'il allait donner aux jeunes ménages, ce qu'il engageait sur ses actions, des chemins de fer russes, des trucs, etc. On a du coup tout un détail, mais c'est aussi assez séparé des vraies affaires et affaires importantes qui sont en Russie. Et donc au moment de la mort de Joseph Hefzel, Mathilde, qui avait épousé un notaire, parce que Paul Fuld, c'est un notaire, fils de notaire, qui étaient les notaires des Pereire, etc., et du coup les notaires de la communauté juive parisienne. Eh bien, Paul Fuld a su vraiment défendre les droits de sa femme au moment de la mort de Joseph Hefzel, qui avait fait 2 testaments, un testament français, un testament russe. Et l'héritière Mathilde devait toucher ce à quoi il s'était engagé de lui donner au moment de sa dot, qui était colossal pour l'époque déjà, et devait hériter de l'hôtel particulier de la rue Tilsit, mais on ne parlait pas des biens russes, les mines d'or, les banques, les assurances, etc. Et elle a renégocié, donc il y a dans les archives ici, dans les minutiers des notaires, rue des Archives, on a tout le dossier de renégociation. En fait, les frères ont fini par entendre, et donc il y a eu une division un peu plus équitable des biens à la mort de Joseph Hefzel. Alors, Joseph Hefzel, c'est aussi un homme de combat. Il s'est engagé pour soulager la vie de ses coreligionnaires. Comme je vous l'ai dit, il est donc le fondateur de la communauté juive de Saint-Pétersbourg. Il a lancé l'idée déjà du terrain pour la future synagogue, puis la construction de la synagogue. C'est un chantier qui va prendre du temps et il n'en verra jamais la fin. En ce qui le concerne, ce sera inauguré par son fils Horace, mais Joseph Hefzel ne verra pas le résultat de cette longue négociation avec les pouvoirs impériaux à Saint-Pétersbourg.
Il a aussi fondé, il est l'un des fondateurs d'une société philanthropique qui est la Société pour la propagation de l'instruction parmi les Juifs de Russie, OPIE, qui a été fondée en 1863, qui est une société intéressante parce qu'elle veut vraiment moderniser la vie intellectuelle juive. Et la question se pose à ce moment-là, quelle va être la langue de la modernité. Joseph Heftzel était pour que les jeunes juifs apprennent le russe, pour qu'ils sachent la langue du pays dans lequel ils vivaient, mais quid de l'hébreu? Il était pour aussi l'apprentissage et la modernisation de l'hébreu, plutôt que le yiddish. Donc c'est une vision aussi linguistique spécifique que les Gainsbourg vont soutenir jusqu'à la fin du 19e, au début du 20e siècle, ce qui les mettra quelquefois en porte-à-faux avec d'autres intellectuels juifs qui n'appartiennent pas non plus au même monde social et qui ont une autre vision de la langue, de modernisation de la culture juive. Il y a des débats en tout cas qui sont importants et intéressants. Cette société, elle veut venir en aide évidemment aux étudiants. Et Joseph Heftzel lui-même, soit à travers la société, soit à travers son bureau à Saint-Pétersbourg, donne des bourses aux étudiants. L'un des boursiers, il y a beaucoup de boursiers, ça peut être des étudiants, ça peut être des artistes. Un des boursiers connus, qui lui a rendu souvent hommage, c'est Marc Antokolsky, qui est un très grand sculpteur, je ne sais pas si vous connaissez son nom, grand sculpteur de Vilnius, très grand sculpteur du coup finalement russe pour le 19e siècle, Antokolsky, et qui a été un des rares et premiers étudiants juifs de l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg dans les années 1860. Il n'y en a pas eu beaucoup d'autres, je pense, dans les ateliers de sculpture à ce moment-là. Mais ses œuvres ont marqué son temps. Il était très apprécié en Russie, très apprécié mais aussi très critiqué parce qu'on rentre dans une autre période et à partir des années 1870-1880, le fait d'être juif est évidemment un inconvénient pour quiconque dans l'Empire russe, mais en fait aussi en Europe en général. Hein, c'est l'expression d'un antisémitisme qui se fait plus virulent. Donc Marc Antokolsky, il a été, lui aussi est venu vivre en France, il était entre la France, Vilnius et la Russie. Le tsar a acheté des œuvres de Marc Antokolsky qui sont aujourd'hui au musée russe, et il a fait les portraits sculptés de la famille Gainsbourg, de Anna, notamment la femme d'Horace. Il a fait aussi le portrait de Joseph Heftzel, un buste qui se trouvait à l'origine à la synagogue de Saint-Pétersbourg, mais aujourd'hui peut-être doit être dans le musée des reliques, enfin dans un des musées de Saint-Pétersbourg, mais je ne sais pas où. Un des autres combats de Joseph Heftzel qui est intéressant, il s'est battu en 1873 pour que les Juifs fassent leur service militaire en Russie. Et ça, c'est un des aspects compliqués, parce que c'était un combat qu'il estimait que c'était évident, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'exception pour les Juifs pour la réforme du service militaire, alors que le tsar Alexandre II voulait réformer le service militaire. Alexandre II, qui est un tsar libéral, qui est un tsar qui est en train d'essayer de mettre en place de nouvelles choses en Russie. Donc Joseph Heftzel et son fils Horace, je pense que c'est plus Horace qui était présent à Saint-Pétersbourg, ont vraiment été proches de la commission de réforme du service militaire pour être sûrs, parce qu'il y avait un mouvement contraire très puissant et très fort, aussi bien du côté de l'administration russe que du côté de la communauté, des communautés, pour éviter que les Juifs fassent leur service militaire. Pour Joseph Heftzel, c'était évident qu'il n'y avait pas d'intégration. Évidemment, il ne pensait pas du tout à assimilation, parce que lui-même n'a jamais renoncé à sa culture juive. Et pour lui, il n'y avait pas d'intégration sans le service militaire, hein, sans la défense de la patrie. C'est d'une grande honnêteté intellectuelle. Je ne pense pas qu'il ait été naïf, mais c'est une période où il a cru que ce serait bénéfique aux Juifs. En réalité, et d'ailleurs, ses petits-enfants ont tous fait leur service militaire en Russie.
alors qu'ils étaient élevés à Paris, dans leur hôtel particulier de la rue Tilsit. Donc ça devait être un choc assez important, parce qu'en revanche, les petits-fils plongés dans le bain militaire russe se sont rendus compte rapidement que ce n'était pas parce qu'on était le fils du baron de Gainsbourg, parce qu'entre-temps il avait été anobli, qu'on allait avoir des passe-droits, et que le fait d'être juif était évidemment, dans l'armée russe, était un inconvénient important. Mais donc l'aîné de ses petits-fils, Jacques de Gainsbourg, fait la campagne contre la Turquie en 1877-1878, au moment de la mort de son grand-père. Et c'était pour Joseph Hefzel très important. Il avait soutenu son opinion, envoyé des courriers dans toutes les communautés juives de l'Empire pour expliquer sa position. Hein, c'est un courrier du coup imprimé, diffusé dans les journaux ou envoyé personnellement dans les journaux juifs, et qui exprimait cette opinion, et c'est évidemment une idée intéressante. Est-ce que vous avez trouvé des choses sur des documents sur manger cachère à l'armée? Est-ce qu'il a exigé il a donné le moyen de manger cachère? Il y a dans ce courrier, il n'y a absolument pas le. Alors, ça, c'est un des éléments, évidemment. Je dirais qu'il y a l'intention qu'il avait, qui était que surtout, il fallait éviter que les Juifs puissent être accusés d'antipatriotisme. Et je pense que c'était ce qu'il avait à cœur. Ensuite, dans les négociations, j'ai pas d'idée. Mais en revanche, il y a une correspondance sans doute à ce moment-là, avec les responsables des communautés juives, qui existe à Saint-Pétersbourg et qui est en hébreu en général. Donc, il y a été une correspondance que moi, quand les documents me paraissaient essentiels, j'en ai fait la copie. J'ai demandé aux archives d'en faire la copie, mais je n'ai pas pu les lire, malheureusement. Il y a des choses sans doute intéressantes, et il y a dû avoir des discussions très vives à ce moment-là autour de cette idée, sur ce sujet. Oui, je voulais vous poser une question. Est-ce que ce service militaire pour les Juifs ne se révélait pas très contraignant, parce qu'ils n'étaient pas obligés de faire beaucoup d'années parce qu'ils s'engageaient dans... Alors ça, c'est une autre période, ce qu'on appelle c'est l'ancien service militaire. On est sorti de cette... c'est pas... Non, là c'est le service militaire commun pour tous. C'est l'idée d'un service universel, et je pense que l'idée de Joseph Hefzel était d'arriver à une modernisation et une intégration. Ça n'a pas, évidemment, ça s'est heurté à une réalité qui était tout autre, hein, et ça n'a pas été une... Et d'ailleurs, les communautés juives, tant qu'elles pouvaient, ont continué à essayer d'éviter à ce que les jeunes juifs fassent leur service militaire, et du coup, l'administration impériale se tournait toujours vers les Gainsbourg, à Saint-Pétersbourg, en leur demandant d'intervenir. Et les Gainsbourg ont fait faire énormément de rapports, donc il y a tout un engagement qui est un peu fastidieux et qui leur a été reproché aussi à la veille de la Première Guerre mondiale, toute une série de rapports, de compilations de sources où ils ont montré que pas du tout les Juifs n'essayaient pas de se soustraire au service militaire, que tel chiffre était bon, etc., ou qui était un combat peut-être un peu vain étant donné la réalité de la situation. Mais en tout cas, voilà un des éléments de ces combats. Au moment de sa mort en 1878, il va mourir à Paris. On voit qu'il a été quand même un homme d'affaires assez prévoyant et assez génial, puisque son testament russe, que j'ai pu retrouver par chance chez un de ses héritiers qui était dans un carton bien rangé, mais dont personne ne savait que c'était le fameux testament de Joseph Hefzel, incroyable testament, parce qu'il organise sa succession et la succession de ses affaires de façon très précise. Il fait organiser un bureau des héritiers qui vont être contraints de travailler ensemble pendant une période donnée, au moins je crois que c'est 3 ou 4 ans. Ce bureau des héritiers, donc, il va permettre de remettre à plat tous les comptes, parce que les choses devaient être quelquefois un petit peu embrouillées. Ce bureau des héritiers, il fait nommer aussi des médiateurs en cas de querelle entre ses enfants et ses héritiers. C'est incroyable de modernité et de prévoyance. Les querelles arriveront quand même, puisqu'il n'avait pas prévu que Mathilde, sa fille, allait se saisir de ce problème. Mais enfin, il y a quand même cette idée. Autre élément... Alors moi j'ai eu le document en français. Le document, parce que il y a une partie de la famille, du coup, qui est Mathilde Fould.
Salomon, qui est en charge de la banque familiale à Paris. Mathilde et Salomon sont arrivés très jeunes, ils ont vécu leurs premières années à Kamenets-Podolsk, puis ensuite à Paris. Donc eux sont plus francophones. Donc et c'est les archives de Salomon. Ce testament était dans les archives de Salomon. Donc c'est pour ça que je l'ai retrouvé en français, donc dans la traduction, peut-être faite par Mapou, justement, pardon. Bonne traduction, mais où le russe est très présent derrière, et il y a une version russe qui doit exister quelque part. Donc voilà, ça c'est d'une prévoyance inouïe. Autre aspect très prévoyant de Joseph Hefzel, alors il demande aussi à ses héritiers de respecter, finalement de rester fidèles à leur foi et de rester fidèles à leur patrie, la Russie. Donc c'est une demande conséquente, et ils le feront. Ils resteront fidèles à leur foi, voilà, ça c'est un domaine un peu particulier, mais dans l'ensemble, resteront fidèles à cette foi. Et fidèles à leur patrie aussi, puisque au moment du changement en France du droit de la nationalité, dans les années 1880, proposition est faite aux enfants Gainsbourg qui sont nés en France, aux petits-enfants, d'obtenir la nationalité française, et ils la refusent. Et leurs héritiers actuels ignoraient complètement, en fait ils ont dû faire ensuite du coup des demandes de naturalisation française, alors que le courrier qui répondait à leur refus leur précisait: vous refusez une fois, vous n'aurez plus jamais le droit de... Enfin, il y avait vraiment un engagement fort. Donc, rester russe, même s'ils vivaient pour certains en France. Et puis aussi un homme prévoyant, puisqu'il a prévu pour son repos éternel une concession qu'il a achetée au cimetière du Montparnasse. La concession Gainsbourg du cimetière du Montparnasse, c'est la plus grande concession du cimetière. Plus de 70 places. Donc une ambition dynastique forte. Elle est pleine? Un mausolée, non. Un mausolée, non, ils peuvent encore, si vous êtes... un mausolée intéressant. Je sais que quand j'étais en train je cherchais la place du tombeau Gainsbourg, comme ça, en regardant mes pieds. Et puis, il y avait un employé de pompe funèbre qui travaillait à proximité. Je lui dis: vous ne sauriez pas par hasard où se trouve la tombe des Gainsbourg? Il m'a dit: mais c'est pas compliqué, c'est la plus grande, là, elle est juste devant vous. La plus grande du cimetière. Mais ce qui est émouvant aussi, c'est de se dire que ce patriote russe, ce qu'il avait compris, c'est que quand même, pour le repos éternel, il serait peut-être mieux, les Gainsbourg, à Paris qu'en Russie. Et ça a quelque chose d'assez émouvant. Mais il n'y a pas de Gainsbourg qui avait à Saint-Pétersbourg? Alors, du coup, aucun Gainsbourg, sauf David, l'orientaliste, qui était très attaché à la vie pétersbourgeoise et qui n'a pas été vraiment... qui a été élevé rue de Tilsit, qui a épousé sa cousine Germaine, la fille d'Oury, son oncle, et ils sont allés vivre à Saint-Pétersbourg. Et il a voulu être enterré à Saint-Pétersbourg. Il était un des chefs de la communauté, très pieux, très savant, et plus savant sans doute en termes religieux que son grand-père, Joseph Hefzel. Et il a voulu être enterré à Saint-Pétersbourg. Donc c'est l'unique tombe Gainsbourg à Saint-Pétersbourg. C'est David. Donc comme j'ai été assez longue, j'en suis finalement arrivée à la mort de Joseph Hefzel. Je ne sais pas si vous voulez que je continue, j'aborde un peu la filiation, ou je m'arrête là, et puis si vous avez des questions, je réponds à des questions si je peux y répondre, puisqu'il est déjà 8h50. Peut-être ce qui est arrivé après 17. Alors ce qui est arrivé après 17, j'imagine que vous pouvez tous en avoir une idée, voilà, assez précise. Bien évidemment, ceux qui étaient à Saint-Pétersbourg ou en Russie ont été pris dans les répressions soviétiques. Ils ont eu plutôt de la chance parce que le baron de Gainsbourg, Sacha de Gainsbourg, qui habitait dans un magnifique palais sur la Millionnaïa, son balcon donne sur l'Ermitage, qui avait été officier, comme tous les Gainsbourg, ils avaient fait leur service militaire, il avait donc été officier de l'armée tsariste, donc il a été arrêté par les bolcheviks en tant qu'officier de l'armée tsariste. Et interné à Kronstadt,
chance inouïe, ils ont réussi, la communauté juive, ils n'avaient pourtant, c'est très intéressant d'observer les démarches qui ont été faites parce que ces filles ont raconté tout ce qu'elles ont essayé de faire à ce moment-là. Il avait épousé Rosa Warburg, qui n'était pas russophone, donc c'est les enfants qui ont fait les démarches, les jeunes filles. C'est intéressant de voir ce qu'elles ont raconté parce que c'est les Gainsbourg qui étaient tellement intégrés à la communauté juive de Saint-Pétersbourg, qui avaient fondé l'orphelinat, qui avaient fondé la synagogue, qui avaient fondé les bureaux de secours au moment des pogroms. Enfin, je ne suis pas revenue sur cet épisode. Bref, qui avaient été vraiment très engagés, n'avaient en fait quasiment aucun contact chez les bolcheviks. C'est très intéressant en matière d'univers qui ne se croisent pas. C'est pas complètement étonnant, puisque un monde athée face à un monde très pieux et très traditionnel d'une certaine façon. Grande difficulté à obtenir des contacts, mais finalement, par chance, avec beaucoup d'insistance, ils obtiennent la libération. Et là, ils se rendent compte, il reste encore un peu, du coup, mais Sacha se rend compte qu'il faut partir, et il organise le départ. Du côté de ses neveux, justement les enfants de David l'orientaliste, ils étaient engagés dans le premier conflit mondial, comme pas mal d'ailleurs de cousins de leur génération, tous dans le même camp, parce qu'il y en a qui servaient dans l'armée roumaine, il y a des héritiers Gainsbourg en Roumanie, il y en a qui étaient en France, qui ont servi sous l'uniforme français, il y en a qui ont, c'est comme ça aussi qu'ils ont obtenu finalement la naturalisation française après l'avoir refusée, il y en a qui ont servi sous l'uniforme britannique pendant le premier conflit mondial, il y en a qui ont servi sous l'uniforme russe. Parmi ceux qui ont servi sous l'uniforme russe, ils vont se retrouver du côté des Blancs. Et il y en a un qui va mourir vraisemblablement de maladie, pendant la guerre civile. Et un autre qui va être porté disparu, ça c'est un des fils d'Horace, qui s'était engagé j'ai un trou, qui s'était engagé en tout cas dans le bataillon des Caucasiens, parce qu'il trouvait les uniformes très élégants. Et la guerre civile a été particulièrement rude sur le front du Caucase, et il a été porté disparu, et la famille n'a su qu'il était mort que très longtemps après. Ça, c'était le destin de Berza, qui avait été par ailleurs le financier et le partenaire de Diaghilev, le fondateur des ballets russes. Donc voilà la disparition de Berza quelque part au Caucase. La révolution ensuite, la plupart, ceux qui sont à Odessa, les Ashkénazis, etc., ont des difficultés, beaucoup de difficultés, sont très en danger, mais arrivent à partir, à négocier le départ par bateau. Et donc, une importante partie de la famille se retrouve finalement en 1919-1920 à Paris. Mais ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Il y avait aussi une branche de la famille parisienne. Horace, qui était, avec ses 13 enfants, avait été un père extrêmement prévoyant, et les mariages de tous les enfants ont été assez sérieusement organisés. Donc une fille qui a épousé un Ashkénazi, une autre fille qui a épousé un Gutmann à Vienne, une fille qui a épousé un Deutsch de la Meurthe à Paris, un fils qui a épousé une Deutsch de la Meurthe à Paris, et grâce à ce Pierre de Gainsbourg, donc petit-fils de Joseph Hefzel, marié à Yvonne Deutsch de la Meurthe, donc fortune colossale, finalement l'entraide familiale va jouer et tout le monde va réussir à survivre dans l'exil, en tout cas de façon élégante, même si c'est une rupture énorme pour la famille, puisque je pense que leur raison d'être économique mais aussi sociale
et aussi communautaire, elle était quand même à Saint-Pétersbourg. Voilà. Dans les œuvres qu'ils ont fondées, il y a une œuvre importante qui s'appelle l'Horte. Oui, justement, c'est de ça dont je voulais vous poser la question. Et l'Horte, elle est fondée par... C'était tellement moderne maintenant et qui s'est dispersé tellement dans le monde entier. Et mon beau-père était directeur de l'Horte rue des Rosiers. Ben voilà, donc c'est une des... L'Horte, ça a été fondé par, pas uniquement par Horace, mais en partie par Horace, dans les années 1880, à Saint-Pétersbourg. Et aujourd'hui, c'est World Hort. Ils ont rouvert il n'y a pas longtemps. Ils ont rouvert et ils ont appelé Hort Russie Gainsbourg. Il y a une dizaine d'années. Ouais, exactement. Ça, c'est une très belle... Et ses héritiers, parmi ses héritiers, certains ont été très engagés aussi dans l'Hort. Donc ça, c'est aussi une... Et c'était un des combats de la famille, d'apporter... justement l'éducation, la possibilité aussi d'un travail, l'artisanat et de développer l'agriculture, j'en ai pas parlé, mais Joseph Hefzel avait investi énormément d'argent dans l'achat de terres agricoles, peut-être d'ailleurs un peu dans la région, en tout cas en Crimée, avec l'espoir, transmis à son fils Horace, l'espoir de faire vivre ainsi des familles juives et de créer des colonies juives. Ça n'a pas abouti. C'est un sujet qui n'a jamais vraiment abouti. Donc voilà, parmi les projets multiples. Dans un des aspects aussi très intéressants de cette famille d'engagement d'ordre culturel, David de Gainsbourg, donc, qui était un orientaliste, a été l'auteur, avec le plus grand critique d'art et historien d'art russe de son époque, Stassov, a été l'auteur d'un livre qui s'appelle L'ornement juif ou l'ornement hébraïque, qui est un recueil, donc qui est un très beau livre, un livre d'art, un recueil des plus belles enluminures des manuscrits juifs de sa collection ou des manuscrits collectés en Espagne, en Allemagne par David de Gainsbourg, des dessins. Et donc cette idée de l'ornement juif, c'est l'idée d'une esthétique propre à la culture juive, puisée dans les manuscrits médiévaux et publiée. Il y en a un exemplaire... hommage ici, il y a quelques exemplaires qui se promènent comme ça en France, en Russie ou en Allemagne, et ça a inspiré quand même, on dit que Chagall l'a eu entre les mains, ça a inspiré Ilya Ginsburg, un jeune sculpteur juif élève d'Antokolsky. Donc voilà, ça c'était une démarche d'engagement fort en termes de rayonnement de la culture juive, montrer qu'il y avait des possibilités de développement artistique liées à cette tradition de l'enluminure juive. Et puis, le jeune frère de David, Vladimir, qui avait épousé Clara Brodsky, donc l'héritière de cette famille importante du commerce du sucre, à Kiev, vivait lui à Kiev. C'était un des rares membres de la famille de cette génération à ne pas être entre Saint-Pétersbourg, Paris, Londres, voilà, à être à Kiev. Et il a soutenu, il a été finalement l'unique mécène, même si au départ il y en avait plus sur le papier, l'unique mécène de l'auteur du e-book, je vais retrouver le nom, de Hansky, merci, pardon, l'unique mécène de Hansky pour la fameuse expédition ethnographique et photographique et de recueil, enfin l'expédition ethnographique qui portait comme nom premier Expédition Baron de Gainsbourg. C'était le premier nom de cette expédition ethnographique, Expédition Baron de Gainsbourg, en l'honneur d'Horace, qui était déjà décédé à ce moment-là. Donc ça a été une œuvre soutenue par son fils Vladimir, et c'est à Vladimir que Hansky confie le manuscrit du e-book, et il y a une correspondance, des lettres qui d'ailleurs ont été publiées, là en l'occurrence, c'est pas des trouvailles d'archives, un échange sur le sujet du e-book. Donc on voit une famille qui finalement a tenté autant que possible, et puis ensuite l'entre-deux-guerres, en France, pour certains à Amsterdam, pour certains en Suisse, pour certains en Angleterre, un entre-deux-guerres où il y a encore un membre de la famille qui a réussi à refonder une banque Gainsbourg, qui est Jacques, le petit-fils aîné de Joseph Hefzel, qui est
plus difficile à cerner parce qu'il reste peu d'éléments le concernant, peu d'archives, mais qui était un financier génial, extraordinaire entre Londres et Paris, qui a dû tout réinventer parce qu'il n'a pas hérité de la banque Gainsbourg. Il s'est lui-même reformé, a refondé une banque, et qui a été le père de Nicky, le fameux Nicky Gainsbourg, qui était un homme élégant, un dandy, une figure à la fois du Paris de l'entre-deux-guerres, un petit peu comédien, mais surtout magnifique personnage, et qui ensuite a émigré à New York dans les années 30, était une des figures de la vie élégante et de la mode new-yorkaise, le modèle de Calvin Klein, etc., d'un certain nombre de couturiers russes. Il était l'une des plumes de Vogue et des magazines de mode. Il était vraiment un homme qui a fait la mode pendant ces années-là. C'était l'héritier unique de Jacques, les relations n'ont pas dû être bonnes, enfin bref, on a peu d'éléments. Et puis la Seconde Guerre mondiale arrive, et là, Dieu merci, chez certains enfants prévoyants, ils avaient prévu qu'il fallait quand même que leurs parents, qui n'avaient pas de papier d'identité, qui étaient apatrides en fait, toujours, qui n'avaient fait aucune démarche pour obtenir la nationalité française, avant 39, dans les milieu des années 30, certains enfants ont fait les démarches pour que leurs parents obtiennent des papiers. Ils ne s'étaient même pas posé la question. Hein. Ils vivaient quand même dans la nostalgie de la Russie, en fait, dans cet entre-deux-guerres. Quand la Deuxième Guerre arrive, eh bien, une partie importante de la famille qui vivait en France a réussi à s'exiler soit par la Suisse, soit par l'Espagne, et a quitté la France avant que ce soit trop tard. Certains membres de la famille se sont engagés dans la résistance, et alors certains du côté de la résistance britannique en France, Philippe de Gainsbourg, d'autres se sont engagés très jeunes, ont rejoint en fait la France libre, et d'ailleurs il y a eu plusieurs morts dans la guerre dans l'année 44, combat violent en Alsace, donc plusieurs morts de jeunes Gainsbourg. Et puis il y a eu aussi, un engagement dans la France libre aussi par New York, justement le fils de Salomon, Alain de Gainsbourg. Ses parents avaient réussi à émigrer à New York. Il a signé le jour de sa majorité. Il a signé, ça je l'ai retrouvé dans les archives militaires à Paris, il a signé au bureau de la France Libre à New York son engagement pour rejoindre la France Libre. C'est assez émouvant parce que c'est un jeune homme qui pouvait vivre très agréablement à New York sans s'embarrasser de revenir au cœur de la tourmente. Et ça a d'ailleurs été pour lui pas évident parce qu'arrivé à Londres, on l'a tout de suite intégré à l'école des cadets de la France Libre, parce qu'il était très jeune, qui était l'école que le général de Gaulle avait voulu, et qui a été le Saint-Cyr, en fait, de la France Libre. Donc ils avaient mis en place des études et un entraînement militaire extrêmement rude, et ce jeune Gainsbourg était sans doute pas fait du tout pour la carrière militaire par ailleurs, donc il le fait. Ensuite, il a fait partie de l'armée de libération de l'Allemagne, et puis voilà, ensuite il est rentré, il s'est marié, il n'avait jamais raconté tout ça à ses enfants, qui ne savaient même pas qu'il avait été cadet de la France Libre. C'est quand même assez impressionnant. Mais bon, je pense que les traumatismes postérieurs, c'est-à-dire la libération de l'Allemagne, éventuellement le contact avec les camps, etc., ont dû faire... il n'y avait pas du tout chez lui, il y avait sans doute un épisode un peu compliqué. Et finalement, parmi les héritiers de Joseph Hetzel, peu sont morts dans la Shoah, dans les camps. Il y en a, bien sûr, mais il y a notamment une jeune femme qui est une héritière Gainsbourg-Gutmann, qui a fui Vienne avec sa famille, et ils ont été arrêtés à Nice, dans les rafles de Nice, et déportés, et sont morts. Donc, elle est morte, elle, à Auschwitz. Voilà.
et il y en a aussi sans doute dont je connais moins, mais des héritiers aussi qui devaient se trouver à Prague dans ces années-là, qui ont vraisemblablement aussi... Donc voilà, et du coup, après la Seconde Guerre mondiale, c'est une famille qui à nouveau doit se recomposer d'une certaine façon. Et voilà, c'est le rapport avec la France qui a un peu évolué entre-temps, un ancrage plus fort du côté des États-Unis. Certains sont allés vivre là-bas très clairement et s'y trouvent encore aujourd'hui. Ça a entraîné une deuxième phase d'exil. Donc voilà, merci beaucoup de...